Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur associé à la Sorbonne où il enseigne l'histoire de la communication, Arnaud Benedetti intervient également à l'École des hautes études internationales et politiques. Ancien directeur de la communication du CNRS, Arnaud Benedetti s'interroge depuis des années sur ce que dit la communication politique du politique, mais aussi sur ce que dit la communication de l'évolution des sociétés. Auteur d'une douzaine d'ouvrages, le journaliste vient de publier aux éditions Michel Lafon « Aux portes du pouvoir, RN, l'inévitable victoire », un livre dans lequel il analyse l'impact des politiques menées ces dernières années sur l'électorat qui n'hésite plus à manifester haut et fort son intention de voter pour le Rassemblement national. Dans cet entretien, Arnaud Benedetti partage son analyse sur les crises sociales, politiques et démocratiques qui placent la France dans une situation très inconfortable face à l'amplification du vote décomplexé pour l'extrême droite. Il ouvre également des pistes de réflexion sur les solutions qui pourraient aider les Français à reprendre leur destin en main et aider à sortir le pays du chaos et de la dislocation. Arnaud Benedetti, vous publiez un livre intitulé « Aux portes du pouvoir, RN, l'inévitable victoire ». Qu'est-ce qui vous permet d'imaginer Marine Le Pen en capacité d'entrer à l'Élysée en 2027 ? Alors, si vous voulez, si on s'arrête à la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire ici au printemps 2024, en tout cas dans cette année 2024, il y a plusieurs paramètres. D'abord, il y a des paramètres politiques où l'on voit qu'on a une majorité au pouvoir maintenant depuis 7 ans qui, comme toute majorité d'ailleurs qui est reconduite, comme tout président reconduit, est finalement confronté à un phénomène, j'allais dire, inaltérable d'usure du pouvoir. Ça, c'est une réalité qui est presque naturelle au cycle de vie politique. Ensuite, une énorme difficulté des autres oppositions, c'est-à-dire des anciennes forces de gouvernement, qu'il s'agisse du Parti socialiste ou des LR, à être en mesure de se reconstruire politiquement et de pouvoir proposer aux Français des offres politiques qui soient suffisamment différenciantes par rapport à celles de la majorité actuelle, d'autant plus que ce sont des forces qui ont exercé le pouvoir. Donc on a une forme de décomposition finalement des formations de gouvernement, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient centristes, qui favorisent in fine l'émergence, en tout cas le renforcement plutôt, bien plus que l'émergence, parce que l'émergence a déjà eu lieu il y a longtemps maintenant, le renforcement d'une force politique qui, elle, n'a jamais exercé le pouvoir. Ça, c'est, j'allais dire, le cours de la conjoncture politique. Ensuite, il y a les dynamiques. Les dynamiques, moi j'en vois, si vous voulez, deux principales et une troisième qui est la traduction de ces dynamiques. La première, c'est une dynamique sociologique, où clairement aujourd'hui le Rassemblement national est une force politique qui dispose, j'allais dire, d'une motricité sociale, notamment dans les classes populaires, qui est extrêmement importante. Je rappelle que Marine Le Pen obtient près de 63% des suffrages des ouvriers en 2022, plus de 50% de celui des employés, plus de 50% des commerçants, et qu'elle progresse très 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 fortement également dans les classes moyennes, notamment parmi les professions intermédiaires, où comparativement à son père, qui réalisait dans cette strate de population près de 12 ou 13% au second tour de 2002, elle réalise près de 45% au second tour de 2022. Donc une très large progression dans des classes moyennes, et on sait que les classes moyennes sont essentielles dans un système démocratique. Et avec, comme l'indique un certain nombre de sondages aujourd'hui, un début de progression dans des couches parfois supérieures, notamment chez les cadres, voire parfois même générationnellement chez les retraités, même si les retraités quand même restent un bloc, j'allais dire, plutôt de résistance à cette montée-là. Ensuite, donc, et ça me permet de faire la transition, de parler des retraités avec la dynamique générationnelle. C'est qu'en fin de compte, Marine Le Pen aujourd'hui est en train de gagner le leadership sur le vote à la fois des jeunes et des actifs. Donc, elle incarne à sa façon le vote d'avenir, quand finalement les partis de gouvernement et le principal d'entre eux, c'est-à-dire le parti présidentiel, incarnent plutôt un vote de retraités. Les retraités ont largement fourni leur suffrage à Emmanuel Macron en 2022. Donc
dans l'espace politique, dans l'espace électoral, il y a les générations entrantes, et les générations entrantes sont plutôt du côté aujourd'hui de la marque du Rassemblement national et de Marine Le Pen, ce qui, bien évidemment, donne une motricité encore plus forte à la dynamique sociologique à travers cette dynamique générationnelle. Donc ça, c'est, je crois, un point qui est très important. Dernier point, ces deux dynamiques à la fois sociologiques et générationnelles, elles se combinent pour donner une force à la dynamique territoriale. On a vu que le Rassemblement national avait largement progressé territorialement. Alors pas de manière toujours homogène, mais bon, il progresse fortement, bien évidemment, dans ses bastions historiques, le nord, le sud-est, l'est, mais aujourd'hui, il est fort aussi dans une partie du sud-ouest, il commence à progresser dans l'ouest, ils arrivent à envoyer des députés dans le centre, l'Allier a envoyé, je crois, un parlementaire Rassemblement national. Donc, on a, si vous voulez, une espèce de marche territoriale aussi qui vient objectiver finalement cette triple dynamique à la fois sociologique, générationnelle et des territoires. Et ça, évidemment, quand vous avez, si vous voulez, en politique, la politique, c'est de la sociologie, c'est de la tellurique. Quand vous avez les forces telluriques avec vous, vous êtes indéniablement, lorsque vous avez contre vous, en tout cas lorsque vous êtes en opposition avec des forces politiques qui, elles, n'arrivent plus à préempter sociologiquement, vous avez un avantage comparatif qui est un avantage comparatif qui peut s'avérer décisif au moment des résultats. Pourquoi, après la défaite de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron en 2022, dites-vous que presque personne n'avait imaginé l'entrée de 89 députés RN à l'Assemblée nationale? Alors, si vous voulez, j'explique qu'en fait, il n'y avait qu'un institut de sondage qui, le soir même de la réélection de Emmanuel Macron, va réaliser une projection électorale sur la future Assemblée nationale. C'est Louis Harris, Jean-Daniel Lévy, qui est le directeur des études de Louis Harris, qui est le seul à avoir pronostiqué l'arrivée en force de députés du Rassemblement national, et quasiment au chiffre près qui sera celui du second tour de l'élection législative de 2022. Il le fait en croisant finalement deux paramètres qui sont extrêmement importants. Il a constaté lors du second tour de l'élection présidentielle une abstention plus forte de la gauche et voire des reports de voix parfois plus importants, notamment de la France insoumise, vers des candidats du Rassemblement national. Donc, vers des candidats, vers la candidate du Rassemblement national, plutôt Marine Le Pen. Donc, à partir, si vous voulez, de cette observation, la matrice projective qui va bâtir est une matrice projective qui va en effet s'avérer particulièrement prédictive pour les élections législatives. Pourquoi ne l'ont-ils pas vu? En fin de compte, si vous voulez, il y a une autre difficulté, c'est que ils avaient pu voir éventuellement, alors avec parfois des marges différentes en fonction des instituts de 2-3 points, qu'il y aurait quand même une poussée du Rassemblement national aux élections législatives, une poussée qui est mécanique, parce qu'à partir du moment où votre candidate à la présidentielle fait plus de 41 ou 42%, en tout cas 41 et quelques, il est évident que ça aura un impact quand même sur le résultat des élections législatives. Mais il y a une grande difficulté pour les instituts de sondage à ensuite établir des projections en sièges pour des élections législatives, parce que, j'allais dire, chaque élection dans les circonscriptions, c'est-à-dire dans les 577 circonscriptions, est différente de l'autre élection. Il y a des spécificités locales, des facteurs locaux qui aussi viennent parfois perturber la possibilité de prédiction. Donc, c'est vrai que c'était difficile pour les instituts de sondage, mais en fait, il y avait une analyse politique à faire. C'est que, nous, c'est ce que nous avions fait d'ailleurs à la revue politique et parlementaire, c'est que le contexte politique d'abord de la réélection d'Emmanuel Macron ne donnait pas tant quitus à Emmanuel Macron qu'il finalement constituait une reconduction plutôt par défaut d'Emmanuel Macron, parce que en fin de compte, la réélection d'Emmanuel Macron n'effaçait pas le mécontentement fort dont Emmanuel Macron était l'objet dans de larges segments de l'opinion publique.
et qu'il y avait en effet la possibilité que les élections législatives ensuite viennent corriger les élections présidentielles. Et c'est bien ce qui s'est passé, puisque les Français n'ont pas donné de majorité à Emmanuel Macron, en voyant un signal politique qui était un signal politique, à mon sens, extrêmement fort. En ne lui donnant pas de majorité, ça voulait dire on ne lui donne pas les pleins pouvoirs et il faut qu'il y ait un contre-pouvoir suffisamment fort à l'Assemblée et que Emmanuel Macron négocie avec ce contre-pouvoir. Évidemment, il fera une lecture tout à fait différente du résultat des élections législatives, considérant qu'avec une simple majorité relative, les Français lui ont donné un mandat pour mener à bien sa politique. Est-ce que le rejet massif de la France insoumise dans l'opinion pourrait servir de levier au Rassemblement national pour accéder au pouvoir? Alors, il lui sert en tout cas en termes de, j'allais dire, dans la stratégie, qui est la stratégie de parachèvement de la normalisation, de la banalisation, de ce qu'on appelle la dédiabolisation, il lui sert incontestablement. Parce que par une espèce d'effet de contraste, notamment depuis que le Rassemblement national a un groupe à l'Assemblée nationale, par effet de contraste, il y a, si vous voulez, d'un côté, une force politique qui s'efforce, j'allais dire, de s'inscrire dans un usage on ne peut plus traditionnel des institutions républicaines, un usage républicain des institutions républicaines et des institutions parlementaires, et de l'autre, un groupe parlementaire, la France insoumise, qui a fait un choix tout à fait différent, qui est un choix d'agit-prop permanent dans l'hémicycle, de rupture parfois avec un certain nombre d'usages et de codes, j'allais dire, de bonne conduite républicaine. Et cet effet de contraste renforce d'une certaine manière l'acceptabilité du Rassemblement national. Ensuite, il pourra peut-être y avoir des transferts. On en a déjà vu durant le second tour de l'élection présidentielle. On en a vu lors des élections législatives, puisqu'on a vu dans un certain nombre de circonscriptions où les candidats du Rassemblement national étaient opposés aux candidats de la majorité dans des duels au second tour. Ces candidats bénéficiaient soit d'une abstention des électeurs de LFI, soit parfois même d'un vote des électeurs LFI. Donc il peut y avoir en effet des vases communicants, même si je pense qu'ils seront peut-être moins volumineux que parfois les cadres du Rassemblement national peuvent l'escompter. Mais en tout cas, sur le plan de l'image, il est clair que la radicalisation toujours plus poussée de la France insoumise permet de constater qu'il y a une autre force politique qui, elle, a été pendant diabolisée pendant des années et des années, qui aujourd'hui est une force politique qui s'efforce de s'inscrire dans un sillon qui est un sillon républicain, pendant que finalement la gauche insoumise, elle, semble en tout cas en sortir. Donc ça, en effet, ça peut aider. Est-ce que Éric Zemmour est un caillou dans la chaussure ou une réserve de voix pour le Rassemblement national? Bah, écoutez, durant l'élection présidentielle, il a été plutôt une réserve de voix au second tour de l'élection présidentielle. J'ai plus les chiffres en tête, mais le report de voix de l'électorat Zemmour sur Marine Le Pen a plutôt été bon. Et il a été également bon dans les circonscriptions où le Rassemblement national se trouvait au second tour, soit dans une situation triangulaire, soit dans une situation de duel. En outre, moi, je constate une chose, et je ne suis pas le seul à le constater, ça a été dit 1000 fois, c'est que l'apparition de l'offre de Zemmour a contribué à recentrer l'image du Rassemblement national. Donc, on peut aujourd'hui considérer que, malgré évidemment la compétition entre les deux offres, qui est réelle, hein, l'arrivée d'Éric Zemmour n'a pas, tant s'en faut, handicapé la progression du Rassemblement national, elle l'a plutôt d'une certaine manière facilité, parce que elle lui a permis, un, de se recentrer, deux, force là aussi est de constater que de toute façon les reports de voix se font quasi mécaniquement entre l'électorat d'Éric Zemmour vers l'électorat, enfin de l'électorat d'Éric Zemmour vers l'électorat de Marine Le Pen. On l'a observé aux présidentielles et on l'a observé aux législatives. Qu'est-ce qui pourrait, une quatrième fois, barrer la route de l'Élysée à Marine Le Pen? Bah, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, encore une fois, moi, je pense que si nous avions des élections présidentielles, Marine Le Pen n'a jamais été dans une position aussi favorable.
Après, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont liés à un agenda qui est un agenda judiciaire. Comme vous le savez, Marine Le Pen doit être jugée sur ce que l'on appelle l'affaire des assistants parlementaires. Donc là, il y a une hypothèque d'inéligibilité qu'il ne faut pas totalement exclure. Mais ça relèverait, si vous voulez, d'une espèce de chaos technique et non pas d'un processus démocratique. Ensuite, ce qui peut éventuellement, je veux dire, ensuite entraver et empêcher cette accession, c'est plus les jeux politiques que la dynamique sociale. Encore une fois, je pense que la dynamique sociale est indéniablement favorable à Marine Le Pen. Les jeux politiques, ça pourrait être, par exemple, et là on est vraiment dans le domaine de la politique fiction, le fait que le président de la République décide de dissoudre, que le Rassemblement national dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'on se retrouve dans une situation de cohabitation. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui une situation de cohabitation entre un Premier ministre du Rassemblement national et le président de la République tournerait à l'avantage du, du Premier ministre issu des rangs du RN, parce que d'abord, quand même, dans un système institutionnel de cohabitation, le président de la République dispose d'un certain nombre de marges de manœuvre. On l'a vu à l'occasion d'épisodes de cohabitation, je pense notamment entre 86 et 88, et surtout le Rassemblement national ne pourrait pas, par exemple, sur un sujet comme les politiques migratoires, mettre en œuvre le levier essentiel à ses yeux pour reprendre la maîtrise des flux migratoires, qui est notamment le référendum, puisque le référendum est d'initiative présidentielle. Et là, en l'occurrence, ça serait extrêmement difficile pour le Rassemblement national de pouvoir impulser sa politique. Donc, on a là un exercice qui ne serait pas, en tout cas l'exercice de cohabitation, forcément favorable au Rassemblement national. Ensuite, il peut toujours y avoir d'autres éléments. Au-delà de l'inéligibilité de la cohabitation, c'est tout d'un coup une offre politique qui surgisse et qui en vienne dans un contexte en plus qui est un contexte extrêmement instable, hein, le contexte aujourd'hui dans lequel nous vivons politiquement, institutionnellement, et qui viennent offrir une alternance crédible qui puisse aller préempter une partie de cet électorat-là. Mais ça me paraît, si vous voulez, à ce stade, en tout cas, c'est une hypothèse qui, à ce stade, me paraît peu plausible, la troisième hypothèse. Vous écrivez que la Ve République sous Emmanuel Macron n'est qu'un instrument qui doit se plier à la plasticité du bon vouloir du monarque. Le président liquéfie à sa façon la Ve République. Quels symptômes avez-vous constatés qui vous conduisent à une telle analyse ? Écoutez, déjà la façon dont il use des formes et des codes républicains. Nous avons un président qui ne cesse, si vous voulez, par exemple, d'initier des dispositifs qui sont des dispositifs parallèles aux dispositifs institutionnels. Je pense aux conventions citoyennes, je pense par exemple au Conseil national de la refondation. Sans cesse, Emmanuel Macron essaye de doubler les institutions par des objets de communication qui sont censés, à ses yeux, résoudre la crise démocratique, alors qu'il dispose dans, j'allais dire, la boîte à outils magistrale que constitue la Constitution, de tous les leviers pour, à un moment donné, essayer de résoudre cette crise démocratique. Mais comme il ne veut pas se confronter fondamentalement à un exercice qui serait par exemple un exercice référendaire, il préfère inventer des dispositifs qui sont des dispositifs dont il considère qu'ils vont permettre d'une certaine manière de régler ce problème de la crise démocratique. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais après, j'allais dire, dans la vie quotidienne des institutions, regardez comment se déroulent, par exemple, les remaniements où on a des ministres qui annoncent très souvent leur nomination avant que le secrétaire général de l'Élysée apparaisse sur le perron de l'Élysée pour annoncer la liste des ministres qui viennent d'être nommés. Regardez la façon dont, par exemple, Emmanuel Macron
euh, se permet par exemple de taire d'une certaine manière les évolutions institutionnelles sur l'Europe qu'il souhaite voir impulsées ou en les disant à demi-mot. Typiquement, moi j'ai été frappé là encore une fois dans l'actualité récente lors de son discours de la Sorbonne où finalement la seule chose importante qu'il ait dite se soit dite au détour d'une phrase sans qu'il insiste, c'est-à-dire la généralisation de la majorité qualifiée, mais il précise que ce n'est pas le jour d'en parler. Lorsqu'il donne un entretien à la presse régionale, à l'Alsace, je crois, ou au DNA, je ne sais plus exactement, devant des jeunes Européens, où il dit que finalement la force de dissuasion française peut faire l'objet de négociations dans le cadre d'une politique européenne de défense. Il y a une forme aussi de désinvolture liée à sa communication propre. Donc tout cela montre que finalement, il accorde très peu d'attention, peu d'importance à la forme du fonctionnement républicain, comme si finalement l'objectif de sa politique, c'était de dépasser d'une certaine manière les institutions républicaines vers un horizon qui est beaucoup plus large à ses yeux, qui est l'horizon européen. Je crois que voilà, on a quelques indicateurs sur cette, j'allais dire, usage très désinvolte qu'il fait à la fois de sa fonction, mais aussi des institutions de la Ve République. Quel avenir pour Emmanuel Macron après son deuxième et dernier quinquennat? Parce que c'est une vraie question, celle-là. C'est-à-dire que l'avenir d'Emmanuel Macron, c'est l'avenir d'un homme jeune. Il va sortir de l'Élysée, il aura même pas 50 ans, c'est-à-dire qu'il aura 49 ans. Il aura l'âge qu'avait Valéry Giscard d'Estaing, qui a été l'un des plus jeunes présidents de la République élu sous la Ve République avant lui, quand Valéry Giscard d'Estaing est entré à l'Élysée. Lui, il en sortira. Donc la question de son avenir est quand même un sujet en soi. Moi, j'ai une hypothèse qui, bien évidemment, mérite d'être étayée, mais quand même, l'engagement qui me paraît le plus fort chez Emmanuel Macron, c'est l'engagement européen. Donc, je décris cette hypothèse dans mon livre, où j'explique que d'une certaine manière, il a un agenda qui est un agenda enfin caché. Je dis l'agenda caché, c'est un peu une coquetterie éditoriale, mais il a un agenda, à mon avis, qui est propre, qui est l'agenda européen. On voit bien qu'aujourd'hui, à proportion que des offres politiques très en critique vis-à-vis de la construction européenne gagnent des parts de marché électorales, c'est le cas du Rassemblement national, entre autres, on voit bien que finalement, les partisans d'une Europe fédéraliste, sans le dire, essayent d'accélérer le calendrier des réformes institutionnelles. On a quand même voté des propositions de résolution au Parlement européen concernant l'avenir des évolutions institutionnelles de l'Union européenne, en explicitant qu'il fallait aller vers la suppression de la majorité qualifiée, donc la suppression définitive du vote à l'unanimité, donc la suppression d'une certaine façon du droit de veto. On a dans cette même, j'allais dire, proposition de réforme acté le fait que on devait fondre à terme les deux fonctions de président de l'Union et de président de la Commission européenne. Et là, vous avez, si vous voulez, un profil de poste qui est tout à fait adaptable à la fois aux idées et aux options d'Emmanuel Macron, à sa personnalité et surtout à sa jeunesse. Donc, on peut imaginer que le calendrier politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est plus tellement le calendrier français, c'est plutôt le calendrier européen, ce qui rend d'ailleurs encore plus désinvolte son comportement vis-à-vis des institutions de la Ve République, parce qu'il considère que de toute façon, la France et les institutions de la Ve République ne sont qu'une variable d'ajustement dans un agenda institutionnel qui est, qui est d'abord l'agenda de l'Union européenne. Pensez-vous que le macronisme survivra à Emmanuel Macron? Ben, le macronisme, c'est, disons, la forme la plus aboutie du parti bruxellois en France. C'est finalement, je l'ai déjà dit, Macron a été le joker d'une idéologie qui s'est retrouvée confrontée à une énorme difficulté en 2017 et qui a vu s'agréger les Européens ou les européistes, diront les plus méchantes langues, des deux rives, de la rive droite et de la rive gauche, ceux qui avaient fait campagne pour Maastricht en 92
ceux qui avaient fait campagne pour une grande partie en faveur du projet de traité constitutionnel européen et qui ont vu en Macron le sauveur de leur système de conviction et de leurs valeurs. Donc, si vous voulez, ce courant-là ne va pas disparaître. Quand bien même, demain, Marine Le Pen ou un autre représentant de cette offre politique, proche ou lointain, serait élu. Alors après, si vous voulez, ce courant-là pourra après peut-être prendre une autre forme. C'est la vraie question, c'est de savoir oui, est-ce que formellement le macronisme survit au départ d'Emmanuel Macron? Je pense plutôt que oui, même si j'ai entendu un certain nombre de responsables politiques lorsque j'ai fait l'enquête pour cet ouvrage, qui eux considèrent que le macronisme ne se survivra pas une fois le départ d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas l'hypothèse que fait par exemple quelqu'un comme François Hollande. Très difficile de le dire, mais en tout cas, si vous voulez, cet esprit-là, à mon sens, continuera à subsister. Et puis le fait est que Macron ayant 49 ans, encore une fois, à la sortie de l'Élysée, je le vois mal se désintéresser forcément à l'avenir de son courant politique. Quel regard portez-vous sur les médias français et que disent-ils de l'état du pays? Bah, moi, je pense que le champ médiatique est aujourd'hui finalement beaucoup plus polarisé, beaucoup plus clivé qu'il ne l'était par le passé, enfin qu'il ne l'était ces 20 ou 30 dernières années. On voit bien que les luttes d'opinion, qui ont toujours existé dans les luttes médiatiques, mais deviennent de plus en plus virulentes et s'expriment de moins en moins à fleuret moucheté, mais s'expriment de manière de plus en plus forte, visible, voire parfois radicale. Ce qui d'ailleurs facilite d'une certaine manière aussi la dédiabolisation de Marine Le Pen, parce que on a aujourd'hui en effet une offre médiatique qui est vraisemblablement plus plurielle qu'elle ne le fut il y a 10, 15, 20 ans. Donc ça, c'est une réalité qui est très importante, qui est liée aussi peut-être au fait que le surgissement du numérique a aussi transformé le travail des médias et a favorisé aussi cette multiplication d'offres éditoriales. Euh, les médias, finalement, reflètent aussi ce qu'est la société, hein. Donc, on a à la fois une polarisation, on a à la fois une archipélisation, euh, on a des médias, notamment des médias mainstream, qui sont de plus en plus en difficulté, si vous voulez, par rapport au réel, parce que il y a une forme de réel aujourd'hui qui devient de plus en plus visible du fait de la concurrence médiatique, du fait des réseaux sociaux, du fait d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller très vite, le système médiatique, qui était le système médiatique dominant, qui était plutôt un système médiatique quand même pro-européen, très libéral, à la fois sur le plan de la société, sur le plan même économique, enfin pas toujours sur le plan économique, mais est aujourd'hui concurrencé par d'autres offres médiatiques. Et cette concurrence rend le débat médiatique parfois beaucoup plus violent, voire parfois beaucoup plus hypocrite aussi, mais révèle aussi les fractures de la société française. Donc ça aussi, c'est un facteur qui va visibiliser, par exemple, un certain nombre d'enjeux qui, 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 qui- qui auraient pu ne pas l'être, encore une fois, il y a 10 ou 15 ans. Comment redonner aux Français le goût de la politique et plus de confiance dans la démocratie? Bon, je pense que bon, il y a une crise du politique hein, évidente, qui est liée à la crise de l'efficacité du politique et des politiques publiques. Le fait que trop souvent le politique, finalement, ne devient plus qu'une variable d'ajustement de solutions techniques. Le politique n'étant que le porte-parole, finalement, très souvent, de solutions qui relèvent de l'expertise technique. Mais l'expertise technique, elle a aussi un soubassement politique et un soubassement idéologique, hein. Il ne faut jamais quand même l'oublier. Le vrai sujet, c'est que il y a, si vous voulez, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a un hiatus entre ce que nous disent les enquêtes d'opinion, ce que nous disent les opinions sur un certain nombre de sujets, et ce que répond
l'opinion publique à ce que disent les opinions. Je vais prendre quelques exemples. Quand vous avez une majorité de Français qui souhaitent être consultés sur la politique migratoire, vous avez tout un ensemble de politiques qui vont vous expliquer que c'est impossible, d'abord constitutionnellement, mais que non seulement c'est impossible constitutionnellement, mais que ce n'est pas souhaitable, surtout. La réalité, c'est que c'est toujours possible, y compris, alors constitutionnellement, ça nécessiterait une réforme, mais je prendrai cet exemple. Laurent Fabius est intervenu récemment en tant que président du Conseil constitutionnel en disant qu'il était à lui seul l'état de droit et que l'état de droit empêchait, si vous voulez, par exemple, la consultation des Français par voie référendaire sur l'immigration. Sauf que, quelque part, une réforme constitutionnelle est toujours possible. Et peut permettre en effet que le sujet de l'immigration soit soumis à l'appréciation des Français. Donc, la réalité, c'est que de toute façon, pour faire vivre une démocratie à un moment donné, c'est évidemment de respecter aussi ce que la majorité souhaite. C'est aussi basique que cela. Et le problème, c'est que une démocratie, c'est aussi l'état de droit, que c'est aussi le respect des minorités. C'est la fameuse phrase de Tocqueville, vous savez, sur la tyrannie des majorités pour préserver les minorités. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on est un peu à front renversé, où on a le sentiment parfois que ce sont des minorités qui finissent par imposer leur vue, leur conception du monde à des majorités. Donc, le seul moyen aujourd'hui, si vous voulez, de trancher ce nœud gordien, c'est d'en revenir sur un certain nombre de sujets, à la possibilité notamment d'interroger les Français sur la question migratoire. Je regardais encore un sondage il y a 24 heures, où quand, par exemple, une majorité de Français considère qu'il faut revoir la question de l'excuse de minorité, vous voyez bien que là, aujourd'hui, soit les pouvoirs publics tergiversent, soit ils sont dans le déni. Et on pourrait évidemment prendre tout un ensemble de sujets qui ne sont pas seulement des sujets régaliens, où là aussi, on a un pouvoir politique qui très souvent donne le sentiment de vouloir s'affranchir de la consultation populaire. De toute façon, le pouvoir politique s'est affranchi même d'un résultat de la consultation populaire, je le rappelle, qui est celui du non au projet de traité constitutionnel de 2005, où vous avez une majorité de Français qui avait répondu par la négative à la question qui leur était posée. Et 3 ans plus tard, le pouvoir politique de l'époque, qui n'était pas le pouvoir politique d'Emmanuel Macron en l'occurrence, qui était le pouvoir politique de Nicolas Sarkozy, a décidé de réintroduire 90% des dispositions qui étaient contenues dans le traité que les Français avaient rejeté dans le traité de Lisbonne. Donc, tout cela, si vous voulez, évidemment, ne fait qu'alimenter la crise démocratique. La crise démocratique, pour que finalement on permette aujourd'hui de redonner de la confiance aux Français dans la démocratie, il faut tout simplement faire fonctionner la démocratie. Et la démocratie peut très bien fonctionner aujourd'hui avec ce que les institutions de la Ve République nous offrent comme moyen pour faire vivre la démocratie. Je crois que c'est des institutions qui avaient été quand même assez bien pensées par les pères fondateurs de la Ve République, à savoir le général de Gaulle et Michel Debré. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.